Bien. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus à cette rencontre conférence de presse donc, de la FNAIM Savoie-Mont-Blanc. Donc tout d'abord, je souhaite vous adresser au nom de la FNAIM Savoie-Mont-Blanc tous nos bons voeux pour cette nouvelle année. C'est encore temps, hein, encore en janvier. Et dans un marché un petit peu chamboulé et un petit peu chahuté, on verra quelles sont les perspectives pour 2024. Donc sans plus attendre, je vous propose qu'on démarre notre présentation et nous allons vous dévoiler les chiffres clés en Savoie-Mont-Blanc pour l'année 2023 avec un sommaire qui sera le suivant, donc le marché de la transaction, le marché de la location, le marché de la montagne, donc c'est assez classique. Et puis on a rajouté deux chapitres cette fois-ci un peu plus développés, vous verrez, avec le marché du crédit, parce que c'est vrai que c'est aujourd'hui vraiment au centre des évolutions des ventes, notamment en 2023. Et puis également comment lever les freins de la rénovation énergétique, ou en tout cas se préoccuper de ce sujet également. Voilà, donc le marché de la transaction en 2023, nous avons, comme toujours, proposé de faire un camembert sur les volumes de novembre 2022 à octobre 2023. Donc France entière, c'est 908 000 logements vendus et 32 996 en Savoie-Mont-Blanc. Donc c'est une baisse. On verra après en pourcentage combien est la baisse. C'est une baisse sans surprise, bien sûr, en termes de volume, avec, vous voyez, 15 162 biens vendus en Haute-Savoie, 8 652 dans l'Ain et 9 181 en Savoie, avec une répartition qui place la Haute-Savoie relativement en tête des volumes, mais c'est assez logique par rapport à la population du département. Ensuite, cette slide permet d'avoir un comparatif sur les 10 dernières années. Donc on s'aperçoit qu'il y a une baisse assez importante, mais finalement, même si les volumes sont largement en baisse, et on verra après en pourcentage de combien, quand on regarde les 10 dernières années, on est quand même encore au-dessus de la plupart des années, finalement, à part ces 4 années d'embellie et exceptionnelles en volume qu'on a constaté à partir de 2019, un petit peu moins en 2020, puisqu'il y a eu quand même un frein Covid, même si ça avait beaucoup très bien fonctionné malgré le Covid en 2020, à notre grand étonnement d'ailleurs à l'époque, et 2021, un pic, 2022, quasiment les mêmes volumes qu'en 2021, et puis là on a une baisse notoire, mais quand on regarde par rapport à 2014, 2015, 2016, on est encore largement au-dessus. Alors après, la démographie a aussi évolué, voilà. Mais cela dit, on est sur 2023, on ne peut vraiment pas parler non plus de sinistrose, même si par contre le repli en termes de volume a été très subi et assez violent par rapport à des explications qu'on vous apportera tout à l'heure, et notamment évidemment les crédits. La slide suivante avec le nombre de ventes de logements dans la région Rhône-Alpes, donc ça permet d'avoir un peu une perspective. Donc on retrouve notre total France 908 000, la région 118 147, et puis le total des 3 départements de notre champ Savoie-Mont-Blanc 32 996. Alors vous voyez après la colonne en rouge les chiffres en pourcentage avec des replis en volume, toujours de vente, évidemment pas en prix. 16,4 dans l'Ain, la Savoie 12,9, 14,8 en Haute-Savoie. Donc ça fait une moyenne de 14,7 en Savoie-Mont-Blanc et c'est moins que France entière. Si on regarde la baisse France entière des volumes, c'est 17,7 et la région 16. Alors effectivement, ça s'explique par le dynamisme économique de nos territoires et par le marché en tension qui fait qu'il y a toujours besoin de se loger et on a toujours de la demande par rapport à certaines crises qui ont eu lieu il y a quelques décennies où on avait par moment plus du tout de demande. Là, c'est pas le cas en fait. On a plutôt des gens qui cherchent à se loger, mais qui ne parviennent pas à se loger, et notamment pour les questions de solvabilité bancaire. On y reviendra plus en détail tout à l'heure. Voilà. Ensuite, on vous propose un nombre, donc un tableau qui est le top 20
mais des nombres de ventes. On a également le renseignement sur les prix, qu'on trouve sur une colonne qui est à peu près au milieu du tableau. Mais le classement et le tri est effectué par le nombre de ventes par commune. Donc on retrouve sans surprise Annecy en numéro 1 en termes de volume de vente, Chambéry, Aix-les-Bains, Thonon-les-Bains, Bourg-en-Bresse, donc ça c'est le top 5. Et puis après, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de communes de Haute-Savoie qui font partie des 20 communes où il y a plus de volume, mais également pas mal de communes de l'Ain, avec Val-sur-Rhône, alors Bourg-en-Bresse qui est 5, mais après Val-sur-Rhône, donc anciennement Bellegarde, 9e, Saint-Julien, donc ensuite en Berrieux, Saint-Genis-Pouilly, Divonne, Gex et Oyonnax, qui sont donc autant de communes où il y a des volumes. Mais on voit bien après le grand écart qu'on peut trouver en prix, qui est assez symptomatique de nos territoires. Là, on parle que de régions de plaine, bien sûr, puisque les prix sont encore complètement différents quand on parle de montagne, et on y viendra tout à l'heure, puisque le 20e en volume, c'est aussi le moins cher en prix, du reste, c'est plus une coïncidence, mais avec 1563 € du mètre carré, alors que l'on a Divonne-les-Bains, qui est aussi dans l'Ain, mais 17e de ce classement en volume, qui est à 5950 € du mètre carré. Donc c'est quand même du 1 pour 4 en termes de grand écart de prix. Donc ça, c'est toujours assez spectaculaire. Et on trouve évidemment de gros écarts également entre Annecy, par exemple, qui caracole en tête pratiquement du classement en prix, et également en volume à 5664, alors qu'on a ne serait-ce que Chambéry juste en dessous qui est à 3000. C'est pratiquement 2 fois moins cher, alors qu'il y a une demi-heure de route entre les deux villes. Donc ensuite, on a le prix de vente moyen des appartements au mètre carré par bassin de vie. Donc là, je précise toujours évidemment que ce sont les bassins. Donc ça reprend tout un territoire avec de nombreuses communes, le Léman, la Bresse, la Dombes, etc. Donc là, on a vous voyez, donc des prix bassin d'Annecy, 5100. Donc c'est moins qu'Annecy évidemment, puisque ça englobe des territoires, des communes comme Rumilly, des communes de l'Albanais notamment. Donc bassin d'Aix-les-Bains, c'est Aix-les-Bains, Grand Lac, voilà, c'est un petit peu autour aussi de les communes qui sont autour d'Aix-les-Bains, qui sont à ses côtés, donc on se retrouve avec des prix relativement élevés. Bassin de Chambéry qui est un petit peu plus accessible. Voilà. Puis après, évidemment, l'avant-pays savoyard, la Bresse, la Maurienne, on est en dessous de 2000 € le mètre carré. Et ça s'explique évidemment par des secteurs qui sont moins développés sur le plan économique, et puis des villes également, je dirais, de base moins attractives sur le plan qualité de vie peut-être également. Voilà, donc ça c'est les appartements. Ensuite, sur les maisons, prix de vente moyen des maisons, donc là on vous propose plutôt également par bassin de vie, mais avec des prix médians de maisons, enfin des prix moyens plus exactement de maisons, plus par secteur également, avec des prix aussi qui varient beaucoup entre le Léman, bassin d'Annecy, bassin d'Aix-les-Bains, où on est un peu dans un axe où on est un peu sur les mêmes prix malgré tout, avec pas tant d'écart que ça. Et puis sinon à l'opposé, Bresse, avant-pays savoyard, Maurienne, on retrouve la même logique avec des maisons qui sont beaucoup plus accessibles. Alors évidemment sur ces secteurs-là, on peut se dire mais comment moi je trouve pas de maison à 500 000 à Annecy, etc. On pose souvent la question, bien sûr, mais en réalité c'est le bassin d'Annecy, et dans ces statistiques il y a tout type de maisons. Une maison, ça commence à une maison mitoyenne de 80 mètres carrés, à la maison de 250 mètres carrés, au bord du lac, sauf que celles-ci, ils sont en vente très peu, c'est peu de volume, et par contre, dans les endroits qui sont un peu plus éloignés des cœurs de ville, on a aussi des maisons à rénover, des vieilles maisons, des granges ou des choses comme ça, donc tout est là-dedans. Donc c'est vrai qu'après, dans le prix moyen, évidemment, on se retrouve à ces tarifs-là, mais ça ne veut pas dire que demain, la maison de vos rêves est forcément à ce prix-là, ensuite, le marché de la location. Marché de la location sur 2023. Alors, évidemment que les prix sont en hausse. Les prix sont en hausse et c'est assez logique puisqu'il y a eu un fort report
de la demande de logement sur le marché locatif par rapport au marché de la transaction, puisqu'il y a beaucoup de ménages, de foyers qui n'ont pas pu être solvables et qui n'ont pas pu accéder à leur résidence principale faute de financement. Notamment, et à ce moment-là, on a un report sur le marché locatif avec un marché qui est particulièrement en tension, puisque des gens qui auraient eu vocation à quitter leur logement en location pour devenir propriétaires n'ont pas pu le faire pour beaucoup. Et comme on a malgré tout un solde migratoire positif et de nouvelles arrivées sur le territoire, et une offre locative qui n'est pas en hausse, notamment puisqu'il y a peu de nouveaux biens neufs qui se mettent sur le marché, et notamment sur certains secteurs comme Annecy, où il y a eu très peu de permis de construire ces dernières années, etc. Eh bien, tous ces facteurs font que le marché locatif est véritablement en tension, avec les vacances locatives qui sont faibles et des prix qui augmentent. Hein. Donc, on voit dans l'Ain, avec les 3 départements au départ, plus 9,8% sur un an, 5,4% en Savoie et 2% en Haute-Savoie. Alors pourquoi moins de hausse en Haute-Savoie? C'est parce que on est pour beaucoup de secteurs en zone tendue avec des loyers qui sont déjà qu'on ne peut pas augmenter librement. À la relocation, sauf avec certains cas justifiant des déplafonnements, etc., quand il y a des travaux importants, par exemple, qui sont faits de rénovation. Et puis que les loyers sont déjà les plus élevés, on va dire, entre les 3 départements, et que traditionnellement, on a souvent des augmentations plus importantes sur les marchés plus faibles, qui ont une marge aussi, entre guillemets, de progression, et davantage que sur les secteurs qui sont déjà très élevés. Alors après, quand on regarde en détail les communes, hein, donc on retrouve une grosse augmentation à Chambéry notamment. Juste une précision. Oui. Pardon, excusez-moi. Effectivement aussi pour la Savoie, puisqu'on est passé en zone tendue sur les communes, ce qui n'était pas le cas, ce qui peut expliquer aussi ces augmentations. Et sur certaines communes comme Aix-les-Bains ou la Motte-Servolex, on est passé en zone A. Donc voilà, donc ce qui explique aussi ces variations d'augmentation qui sont significatives de par les modifications effectivement de ces statuts-là des communes. Merci Bérangère pour ces précisions. Alors effectivement, on a après les augmentations qui sont générales, hein, mais on voit qu'il y a plus d'augmentations effectivement sur Chambéry. Bérangère vient de nous expliquer pourquoi, et c'est également assez présent sur Annecy. Annemasse, étonnant dans une moindre mesure, mais c'est tout de même important. Ensuite, le marché locatif par bassin de vie, puisque c'est pas exactement pareil, évidemment, que quand on prend les tarifs ville par ville, même si on retrouve quand même bien souvent des prix qui sont quand même pas très très éloignés, mais ça nous permet de voir aussi d'autres secteurs, comme la vallée de l'Arve, où on a des prix qui sont plutôt en stabilité. L'avant-pays savoyard, où il y a une augmentation, vous voyez, alors bon, c'est 0,3 d'euros, hein, c'est pas énorme, mais on l'a quand même marqué en augmentation. Le bassin d'Annecy, qui est en augmentation aussi, mais c'est pas énorme. Bassin de Bourg-en-Bresse, hein, en stabilité, de même que Chambéry, Aix-les-Bains. La Dombes augmente quand même nettement plus, hein, mais on était sur des prix en dessous de 10 euros le mètre carré. Et puis en stabilité, plus ou moins dans le Léman, hein, puisque hormis les zones qu'on avait vues, c'est-à-dire les communes, Thonon, Annemasse, on a aussi des communes où il y a moins d'augmentation quand on est un petit peu plus éloigné des axes à la fois routiers ou des gares, voilà, de manière générale les zones où il est plus pratique de se transporter, et notamment pour aller quand je parle du Léman, notamment pour aller travailler sur Genève, notamment, ou sur Suisse en règle générale. Hein. Voilà, après égalité également sur prix en stabilité sur les vallées de la Vanoise. Voilà, donc sur une première partie transaction et location en pleine. Je donne la parole maintenant à Bérangère Servat pour le marché de la montagne. Alors en 2023, le marché de la montagne s'est plutôt bien comporté, il a été plutôt résilient par rapport à la crise.
On constatera qu'il y a une baisse générale des volumes qui se sont vendus dans les différentes stations de nos belles Alpes. Mais globalement, on a plutôt constaté au travers de la FNAIM une augmentation des prix de vente globalement qui s'est passée. Donc quand on regarde, on voit, donc ça c'est la première, c'est le nombre de ventes et le prix des logements dans les stations de ski sur lesquelles on a pu observer. Donc le plus gros volume, sans trop de surprise d'ailleurs, c'est la Plagne. Je préciserai qu'effectivement on a quelques stations pour lesquelles qui sont attractives. Alors ce qui attire beaucoup plus, c'est effectivement les stations sur lesquelles il y a des grands domaines aujourd'hui, puisque les gens qui viennent s'installer en résidence secondaire à la montagne recherchent de la neige pour faire du ski, ça reste une valeur sûre, qu'ils soient français ou étrangers. Et donc, mais par contre, on a aussi des stations qui ont des prix qui se sont vus envoler, et du coup on a sur la Plagne, les Arcs en font partie, des prix de vente qui sont un peu plus raisonnables et qui permettent, vous voyez, 4507 ou 5351 pour les Arcs, et qui permettent effectivement d'attirer une clientèle qui a un budget un peu plus restreint. C'est une des raisons pour lesquelles on a effectivement des volumes plus importants dans ces stations-là. Donc si on prend la slide suivante, on a fait le top 20 des stations de montagne pour le prix au mètre carré, puisqu'on voit que c'est moins le volume que aussi il y a le facteur prix. Donc on retrouve les stations, principalement les stations effectivement des Trois-Vallées, qui conservent, hormis Val d'Isère, qui conservent des prix au mètre carré plus importants. Val d'Isère caracole en tête. Il y a plusieurs raisons à ça. La première des choses, c'est qu'il y a un volume des ventes qui est peu important. Et effectivement, la question s'est posée de la station de Courchevel, qui est 1850, qui est la station qui est probablement la plus chère de notre territoire. Aujourd'hui, elle est observée au travers de l'ensemble des stations de Courchevel. Donc, on va de Courchevel 1600, Courchevel 1550 ou Courchevel 1850. Donc, probablement que la moyenne est un peu faussée, parce que si on n'observait que Courchevel 1850, elle serait certainement devant Val d'Isère. Val d'Isère reste une station qui est très prisée aussi et qui a un volume de vente qui est très faible. Après, on continue de regarder. Donc, Chamonix porte bien, continue de bien se développer aussi. Et on a des stations comme Avoriaz. Vous voyez, donc les prix descendent assez naturellement sur les stations. On trouve de moins en moins effectivement de stations qui sont vraiment les stations villages et qui n'ont pas d'accès au grand domaine, dans la mesure où, comme je vous le disais tout à l'heure, nos clients sont à la recherche de pouvoir faire du ski ou d'autres activités autour de la neige l'hiver. La fréquentation globale des stations en 2023, ça a été plutôt ça a été une année qui a été plutôt bonne. On a eu une très bonne avance de fréquentation sur l'année. D'ailleurs, on voit qu'on a fait plus 1,4% par rapport à l'année précédente. On a eu plutôt une fin de saison un peu décevante, parce que déjà il y avait le calendrier scolaire qui était impacté. On avait effectivement les zones des Parisiens, de par les championnats du monde de ski qui avaient été mis en dernière zone. Donc ça impacte beaucoup sur les vacances scolaires de printemps, puisque ils arrivent en vacances scolaires au mois de mai, donc il n'y a pas forcément de volonté d'aller au ski à ces moments-là. Et puis il y a eu aussi un taux d'enneigement en début de saison qui a été un peu moins bon. Donc on a beaucoup entendu parler du fait qu'il n'y avait pas trop de neige en station. Donc les gens se reportent sur les vacances de printemps beaucoup plus, du coup, sur des destinations plus soleil, plus mer. Alors qu'effectivement, fin mars et au mois d'avril, on a eu un taux d'enneigement qui a été très bon. Voilà. Mais ce qui n'empêche qu'effectivement, on a une très bonne évolution de nos nuitées. On voit, si on intègre la semaine du 26 août, plus 8%. Donc globalement, on a une très bonne fréquentation et on voit que la montagne continue d'attirer et de donner envie aux Français et aux internationaux de pouvoir venir. Donc une clientèle principalement au niveau de l'Europe, française évidemment, belge, anglaise. Les Anglais reviennent, l'effet Brexit commence à s'amenuiser, malgré peut-être une fréquentation moindre encore par rapport à la conjoncture économique qu'ils rencontrent. On trouve donc, je vous ai dit, belges, hollandais, et on a dans certaines stations, on commence à avoir aussi une clientèle d'Amérique du Sud, notamment des Brésiliens qui viennent fréquenter nos stations. L'évolution des nuitées, un point qui est important à souligner, c'est que effectivement,
nos clients reviennent en fait loués par agence immobilière. Et donc ça, c'est plutôt positif. On fait plus 1,8% par rapport à l'année précédente. Donc on a eu un beau taux de remplissage grâce au travail qui sont faits sur les agences. J'ai envie de dire que c'est normal aussi puisque c'est une certaine souplesse dans la location et c'est aussi le service qui est apporté à ces clients-là pendant leur séjour s'ils ont des problématiques dans l'appartement, etc. Où les agences immobilières mettent tous leurs services et toutes leurs équipes pour résoudre rapidement les problèmes et les accompagner sur la réservation du matériel ou sur la prise des forfaits avant leur arrivée. Les tendances pour l'hiver 2024, c'est toujours encourageant de voir ces chiffres. On a un très beau temps de fréquentation. On a d'ailleurs eu, l'avant-saison est un petit peu plus faible, mais ce qui arrive, ça dépend aussi des calendriers. Alors, plusieurs éléments. Là, on a un calendrier des vacances en général françaises et européennes qui est vraiment, on va dire, au beau fixe. C'est toujours, ça revient par cycle. Donc là, c'est le bon cycle et c'est plutôt positif pour nous. On a un taux d'enneigement qui est plutôt très bon dans les stations. Et donc, on a vu une accélération des réservations et on a eu des vacances de Noël et du jour de l'an qui ont été plus importantes que ce qu'on avait prévu. Donc aujourd'hui, on est sur un taux de fréquentation qui est très bon. On reste avec des taux de réservation légèrement similaires à ce qu'on avait l'année dernière à la même époque. On voit 16,1% plus 0,8 points, donc ça veut dire qu'on est à peu près à la même chose. On a toujours cette interrogation de la fin de saison, comment elle va se comporter. On a un calendrier scolaire qui est plutôt favorable puisqu'effectivement la zone C arrive en première zone, donc sera présente sur la fin de la saison. Et donc pendant encore la période d'ouverture des stations de ski, l'été sera toujours en légère progression, même si de toute façon, ce n'est pas les saisons d'été qui nous permettent effectivement d'avoir notre tendance de bonne saison. Donc un hiver qui s'annonce très positif, un démarrage de saison qui a été très bon, à la fois en réservation, en location saisonnière, mais aussi en contact client sur la prise de mandat et de vente de logements dans les stations. Le focus sur les agences immobilières, ça corrobore ce que je vous disais tout à l'heure, puisqu'on voit qu'en avant-saison, on a eu effectivement un meilleur taux de réservation par nos agences. Et c'est aussi sur l'avant-saison et sur les vacances de janvier, le retour des groupes européens, notamment des groupes espagnols en avant-saison, qui sont revenus au ski et qui en profitent effectivement et qui passent globalement par les services de nos agences. Voilà globalement ce que je peux vous dire. Donc une saison 2023 qui était plutôt correcte et une saison 2024 à aujourd'hui avec de très bonnes perspectives pour effectivement les vacances la saison de ski de cette année. Parfait, merci Bérangère. Donc en conclusion un petit peu sur cette première partie concernant les chiffres, d'une part donc je vous informe que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube des petits films qui en fait sont des interviews de certains professionnels bassin par bassin et qui parlent plus en détail de leur territoire et qui donnent à ce moment-là également leurs sentiments. Et nous avons choisi cette année de se consacrer à d'autres sujets qu'on va aborder maintenant comme les crédits et puis lever les freins de la transition énergétique. Et vous pourrez retrouver, vous, tranquillement, comme ça, à l'aide de notre chaîne YouTube, ces petits films et de pouvoir les consulter sans qu'on prenne ce temps-là sur le moment d'échange de la conférence de presse. Deuxième chose également, en conclusion de cette première partie, vous l'avez constaté, on parle de baisse de volume qui sont quand même assez importants, pas connus depuis... on est revenu sur des volumes antérieurs à 2019, plus 2017, 2018, etc. et d'une manière quand même relativement brutale. En revanche, les prix n'ont pas forcément... beaucoup baissé ou pas du tout, mais même, sur certains endroits ont même augmenté. En montagne, ils sont même plutôt toujours à la hausse. On le sait, c'est parce qu'il y a en montagne des gens qui ont un pouvoir d'achat beaucoup plus important et avec des personnes relativement aisées, voire fortunées, qui sont revenues sur un marché plaisir, où on sait que souvent les prix continuent d'augmenter et que même s'il n'y a pas un très très bon rendement, c'est un marché plaisir avec un placement finalement de capital qui n'aura pas de perte à long terme, de dévaluation à long terme. Et qui ne font pas de crédit. Et qui font souvent pas de crédit ou très peu. Donc ça, c'est effectivement une des raisons pour lesquelles le marché de la montagne est épargné, je dirais, par
par les problèmes de taux de crédit. Ensuite, y compris en plaine, on a vu en début de présentation qu'on résiste mieux sur nos secteurs à d'autres secteurs de France. D'une part parce que les prix avaient peut-être augmenté de manière moins brutale que dans certaines régions de France, puisqu'ils étaient déjà relativement élevés. On a toujours été dans une région quand même où globalement les prix sont déjà élevés, et on a malgré tout encore une forte demande de logements, et que notre marché était peut-être, comparé à d'autres secteurs de France, moins porté par les défiscalisations, les produits neufs, etc., qu'on a pu avoir comme Pinel ou autres, et qui maintenant disparaissent, si vous voulez, et qui touchent d'ailleurs notamment le marché du neuf, puisque le marché du neuf en volume a beaucoup baissé, ça on le sait, que les prix ne baissent pas, mais ça c'est pour aussi des questions conjoncturelles, puisque comme le neuf, vous avez plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Vous avez le prix du foncier qui lui ne baisse pas, parce que le foncier est rare et cher, et avec la loi ZAN et autres, c'est pas ce genre de nouvelles lois qui vont faire baisser le foncier. Les coûts des matériaux qui sont en hausse, et depuis la crise internationale, on a eu énormément les crises, on pourrait même dire des augmentations de matériaux très importantes, et puis les normes énergétiques avec la RE 2020 qui est venue renchérir les coûts de construction. Donc deuxième effet ciseau, si vous voulez, sur la partie du neuf. Et puis la difficulté dans le neuf à financer des acquéreurs, où on pouvait avoir pas mal de primo-accédants, notamment dans le neuf, le rabotage, voire la disparition maintenant des dispositifs de niche fiscale pour les investisseurs. Donc tous ces facteurs font que le neuf est extrêmement touché, mais que les prix ne peuvent pas baisser comme ça, si vous voulez, d'un coup de baguette magique. Ensuite, concernant le marché existant, on a effectivement des prix qui sont un petit peu à deux vitesses, puisqu'on peut avoir des biens classés F et G qui sont beaucoup moins attractifs pour les nouveaux acquéreurs, et on peut constater quand même une décote non négligeable des prix, pouvant aller de 10 à 15% selon moi sur les F et G, alors que en revanche sur les biens beaucoup plus haut de gamme ou sur des emplacements premier choix notamment, bien là les prix n'ont pas baissé, parce qu'en réalité on a toujours de la demande de logement sur nos territoires, et pour l'instant en tout cas on a eu plus une stabilisation, dans certains endroits quelques amorces de baisse de prix, ça dépend aussi de ce qui s'est vendu, et par rapport aux explications que je donnais avant, notamment sur les biens mal notés sur le plan énergétique, mais globalement on n'a pas eu en 2023 de baisse de prix, et surtout pas à la hauteur des baisses de volume, puisque quand on a des baisses de volume de 15 ou 16%, on aurait pu se dire tiens, pourquoi est-ce que les prix ne baisseraient pas? Mais finalement aujourd'hui ça n'est pas le cas. Alors est-ce que ça sera la suite en 2024? Ça dépendra de différents facteurs, et on va justement analyser un peu sur le plan économique, avec ce volet, le marché du crédit, et voir si en fonction de ça notamment, eh bien, on aura une difficulté durable à financer les ménages. On peut s'attendre éventuellement à une baisse des prix in fine, qui sera peut-être pas aussi importante que les baisses de volume, bien entendu. Mais ça serait quand même assez logique qu'on puisse aller sur des baisses de prix qui pourraient suivre les baisses de volume. Donc, une capacité d'emprunt en chute de 25% depuis janvier 2022. Et donc, ce graphique, il est intéressant parce qu'il permet de voir que pour une capacité d'achat des acquéreurs avec des mensualités de 1 000 € sur 20 ans, eh bien, en janvier 2022, on pouvait acheter un bien à 216 000 €, et là, c'est 162 000 €, pendant que les taux sont passés de 1 à plus de 4. Si bien que, sur cet exemple précis, on a 54 000 € de capacité d'achat en moins, dû exclusivement à la hausse des taux d'intérêt, qui ont augmenté d'une manière très importante et surtout très rapide en moins de 2 ans. Vous voyez, entre janvier 2022 et novembre 2023, on est arrivé un petit peu à un pic des taux
puisque on a constaté déjà une amorce, enfin déjà une stabilisation, et puis dans certaines banques, certaines ont baissé déjà un petit peu leur taux, commencent un petit peu sur 2024 à redébloquer un petit peu les verrous. On verra ça un petit peu plus tard. Hein. Donc ça, c'est directement une conséquence pour notamment les primo-accédants, hein, parce que les primo-accédants ont quand même disparu des radars, puisque quand vous avez des budgets de cet ordre-là et que vous perdez 54 000 euros de pouvoir d'achat, et puis les banques souvent vous financent plus, parce que si vous aviez entre 5 et 10% d'apport, comme beaucoup de gens qui font une première acquisition, eh bien les banques n'ont plus suivi en 2023. Hein, il fallait soit des gros apports, hein, au-delà de 20%, voire des fois 50%, etc., qui pouvaient être obtenus soit par des investisseurs qui avaient suffisamment de moyens pour placer l'argent dans la pierre et faire un emprunt complémentaire, soit des secondo-accédants, voire des seniors ou des gens qui revendent un bien, et qui sont déjà beaucoup plus avancés dans la vie et qui, avec une plus-value effectuée sur la revente d'un bien, peuvent mobiliser un gros apport et à ce moment-là changer, si vous voulez, de résidence principale. Hein. Voilà, les taux de crédit en voie de stabilisation, donc ça reste une interrogation, mais on peut constater que les taux amorcent une légère baisse. On pourrait penser qu'on a atteint un pic sur la fin d'année. Par contre, le gouverneur de la Banque de France parle d'une stabilité avec peut-être une légère baisse, mais qui veut surtout éviter une baisse rapide, parce que ça pourrait relancer le mécanisme de l'inflation. Donc ils veulent surtout éviter cela. Mais on verra après qu'il y a quand même des signaux positifs, avec en tout cas une stabilité, puisque ça permet d'avoir déjà un peu une visibilité. Alors quand on fait un projet, voire amorcer une petite baisse, ça peut redonner un petit peu confiance aux ménages et puis se relancer à contacter des courtiers ou sa banque, etc. Alors que beaucoup avaient mis entre parenthèses leur projet en se disant « oulala, de toute façon, là, entre le moment où je vais m'enseigner et puis dans 3 mois, quand je pourrais peut-être trouver un bien qui m'intéresse, ça va encore augmenter. Donc les démarches que j'aurais faites, elles seront caduques. » Donc vous voyez, ça perd aussi, ça contribue, je dirais, à limiter des fois quelque part les mécanismes d'acquisition et à faire perdre la confiance aux ménages. Hein. Forte baisse du pouvoir d'achat immobilier, hein, au sens large, parce qu'on parlait des crédits, mais quand on parle de pouvoir d'achat immobilier, il y a quand même aussi le fait qu'il y a eu des augmentations de revenus sur les dernières années, aussi dû finalement à l'inflation. Donc on peut évaluer sur l'indicateur de pouvoir d'achat immobilier des ménages, une baisse malgré tout de 15%, malgré l'augmentation des revenus en 2 ans. Donc c'est vrai que la logique voudrait qu'il y ait une correction des prix à ce niveau-là. Ça sera peut-être vrai dans certaines grandes métropoles où il y a déjà eu des replis notoires, hein, à Paris, à Lyon, à Bordeaux. Mais nous, je crois qu'on est quand même encore dans nos secteurs un peu privilégié, si on peut dire, parce que je ne sais pas si c'est vraiment le cas, ça dépend de quel côté on se place. Hein. Si on veut être acquéreur, on ne considère peut-être pas qu'on est privilégié, mais en tout cas, il y a une forme de résistance par rapport au prix, mais qui, pour moi, s'explique essentiellement par la tension extrême du marché, puisqu'on vit quand même une crise immobilière où on a de moins en moins d'offres à la location, j'en parlais tout à l'heure, et les gens ont de plus en plus de mal à se loger, et on n'est pas dans une période où il y a moins de demandes, en fait. Hein. Il y a autant de demandes, voire plus de demandes, hein, sauf que les gens ne peuvent plus accéder comme ils le souhaitent au logement. Donc nos prévisions pour 2024, donc on pense que les taux d'intérêt pourraient se stabiliser à un palier à un peu plus de 4% au cours du premier trimestre 2024. Hein, en termes de volume de vente, on pense que ça devrait encore baisser d'environ 10% en 2024 et atteindre environ 800 000 ventes à l'échelon national et être aux alentours de 30 000 ventes pour Savoie-Mont-Blanc, alors qu'on était un tout petit peu en dessous de 33 000 ventes sur les 3 départements en 2023. Voilà, donc la baisse des prix devrait continuer, mais encore une fois, c'est à prendre un petit peu avec des pincettes sur notre secteur, puisqu'aujourd'hui la baisse des prix a quand même été très très faible, voire inexistante sur certains côtés, hein, puisqu'il y a même des secteurs où on a encore eu des hausses.
puisque c'est quand même assez disparate. J'expliquais notamment qu'on devrait avoir une baisse de prix sur les biens mal notés sur le plan énergétique, notamment, puisque là, il y a des travaux à faire en face, qu'on arrive, et on viendra après dans le volet de la rénovation énergétique, les interdictions de louer sur les logements étiquette G qui arrivent bientôt. Voilà, donc en tout cas, normalement, c'est plus une analyse économique, mais quand on a une baisse des volumes qui s'accentue et qui dure un petit peu dans le temps, on devrait malgré tout avoir une correction des prix, en tout cas sur un certain nombre de biens, et puis un certain nombre de secteurs, si ce n'est tous. Voilà, donc après, quelles sont les solutions de la FNAIM et les propositions pour accompagner les acquéreurs dans la possibilité de renouer avec leur parcours résidentiel et notamment d'acquisition? Eh bien, c'est la portabilité et la transférabilité des prêts. Alors ça, c'est effectivement une proposition de la FNAIM qui est portée par notre président fédéral Loïc Quentin à l'échelon national, auprès des politiques notamment, j'allais dire des différents ministres qui se succèdent, puisque aujourd'hui, on n'a pas de ministre connu. Voilà, on a quand même eu 2 ministres en 1 an et demi, 2 ans, enfin bref. Donc on voit que le gouvernement, visiblement, ne met pas, en tout cas au premier plan des intérêts nationaux, le logement, ce qu'on regrette amèrement, puisqu'on voit que c'est une préoccupation déjà très importante des Français, ça a toujours été, ça l'est encore plus maintenant, et on le voit, de grosses difficultés à la fois à répondre à la demande et puis dans certains secteurs qui sont quand même très sinistrés avec les pertes, je parle notamment du neuf, où il y a des gros replis de volume qui sont bien plus importants que les 15-16% qu'on évoque là sur le marché global, puisqu'on a certains opérateurs dans le neuf qui ont connu des replis de chiffre d'affaires de 50% en 2023 par rapport à 2022 par exemple, avec beaucoup de projets qui sont au point mort ou avec des acquéreurs qui ne sont pas solvables et des biens qui ne se vendent plus en VFA. Avec de grosses difficultés pour toute la filière, puisqu'il ne faut pas oublier que la filière logement, de la construction, tout est lié et qu'il va y avoir de la casse, ça c'est certain, avec déjà des gens qui peuvent perdre leur emploi, bien sûr, des entreprises qui peuvent fermer, et ça, hélas, il y en aura. Alors, quelles sont les propositions de la FNAIM? Eh bien, c'est limiter cet impact de la hausse des taux d'intérêt des prêts immobiliers grâce à 2 propositions innovantes. Que sont, la portabilité des prêts, donc ça serait permettre au vendeur de reporter son crédit à un taux intéressant sur une nouvelle acquisition. Quand on voit que certains ont contracté à peine 2 ans des taux à 1%, donc on ne parle pas d'il y a 15 ans, etc. Donc avec cette violence de l'augmentation, de pouvoir porter ces taux, puis finalement les banques ont prêté l'argent, et au lieu d'obliger de solder quand on veut vendre son bien, de pouvoir reporter le crédit sur une nouvelle acquisition en gardant le même taux, et puis également la transférabilité des prêts qui puisse permettre au vendeur de transférer son prêt à un taux intéressant à l'acquéreur de son logement. Puisque finalement, ce taux, l'argent a été débloqué, a été emprunté à l'instant T, et si l'acquéreur pouvait bénéficier de ce taux, ça serait effectivement une possibilité de débloquer les verrous et de continuer vers le parcours résidentiel des Français. Donc l'avantage, c'est la continuité du crédit précédent, bien sûr, et la maîtrise du taux d'intérêt de l'emprunt. Pour l'instant, on n'a pas été vraiment entendu par malheureusement par les pouvoirs publics, mais la FNAIM ne désespère pas d'obtenir gain de cause, ou en tout cas de faire bouger les lignes à ce niveau. Donc la portabilité des prêts, il y a une slide après un peu plus précise, mensualité constante, quel gain en capital. Donc en fait c'est un avantage à acquéreur qui est important, sur un crédit de 300 000 euros. Voilà, donc vous pouvez regarder, il y a des gains donc de 20% et une vente au bout de 10 ans de 8% de gains. Ensuite, Bérengère, quelles sont les bonnes nouvelles pour 2024, puisqu'il y en a? Alors, Bérengère va annoncer les bonnes nouvelles. Voilà. Donc les bonnes nouvelles pour 2024, c'est effectivement ce qui se trame et ce qu'on a pu observer dès le mois de janvier 2024, c'est une stabilisation, voire une baisse des taux.
Donc on voit que les taux, pour un très bon dossier sur un crédit de 15 ans, les taux redescendent enfin en dessous de la barre des 4%. Donc ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Et la tendance devrait continuer au moins jusqu'à cet été. Dans certaines prévisions, il est annoncé probablement que les taux seront en dessous des 4% à l'été 2024. Donc ça, c'est plutôt des très bonnes nouvelles, puisqu'on a vu dans l'exercice que c'est aussi un élément complexe dans la baisse du pouvoir d'achat ou du pouvoir d'emprunt des ménages. Une autre très bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, même si on est revenu à une évolution du taux d'usure tous les 3 mois, ce qui avait été mis en place tous les mois en 2023 pour justement gérer cette problématique-là, le taux d'usure aujourd'hui est passé à plus de 6%, donc l'écart de 2 points permet effectivement de ne pas forcément avoir besoin de le réajuster tous les mois comme on a eu besoin de le faire en 2023. Et ça veut dire aussi que ça va permettre d'octroyer plus de crédits, en tout cas au niveau des banques. Et la dernière très bonne nouvelle, et c'est vrai que les échanges qu'on peut avoir avec nos partenaires bancaires le confirment, c'est que 2024 va être une période pour les banques, une année où elles vont redébloquer un peu plus de crédits. Donc plusieurs éléments, c'est des conditions qui sont un peu moins drastiques sur un certain nombre de crédits, la durée de l'allongement du crédit dans certains cas de figure, de dépasser les 25 ans, certaines banques donnent la possibilité, et on espère que ça permettra de retrouver nos primo-accédants de retour sur le marché, puisque c'est eux qui ont été les premiers directement pénalisés par la difficulté de pouvoir acheter. L'évolution du taux d'usure, donc je ne vais pas vous le recommenter, mais en tout cas la slide vous permet de voir son évolution depuis un an. Donc on est quand même passé de 3,4 à 4,5. Et ce qui est les deux plus intéressants, c'est effectivement le prêt entre 10 et 20 ans et le prêt sur 20 ans et plus, puisque c'est quand même souvent les durées de prêt immobiliers sur ci. Donc là, on est passé en janvier 2024 à plus de 6%, donc ce qui devrait faciliter à nos acquéreurs les conditions. Donc en synthèse sur les 5 bonnes nouvelles qu'on peut imaginer, comme je vous l'ai dit, donc des taux qui se stabilisent, un taux d'usure qui ne semble plus bloquant, en tout cas a priori. Alors, il y a de plus en plus de prêts bonifiés à taux zéro. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je la contrebalancerai sur le fait qu'effectivement, le prêt à taux zéro a été circonscrit aux zones A et B1. Donc, on a exclu une grosse partie du marché de l'accès au prêt à taux zéro. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Mais par contre, sur nos territoires qui sont dynamiques dans les zones A et B1, et notre département en fait partie, le prêt bonifié est diffusé de façon beaucoup plus importante. Un autre point qui est plutôt favorable, c'est que les banques ont beaucoup financé la résidence principale en 2023 et ont beaucoup réduit l'octroi de prêts pour l'investissement locatif. Et donc là, on voit que ça se débloque sur certains cas de figure. Et donc effectivement, ça permet aussi de pouvoir retrouver des investisseurs locatifs sur le marché qui sont aussi des acquéreurs et qui nous permettront aussi de retrouver un peu de biens locatifs, puisqu'on a vu que le marché locatif était en train de se figer et de se tendre fortement du fait que les volumes de vente, que ce soit dans le neuf comme dans l'ancien, sont fortement diminués et que la création de nouveaux logements dans le neuf ne permet pas d'avoir plus d'investissements locatifs. L'allongement de la durée des prêts, je vous en ai parlé tout à l'heure, et donc en synthèse, si on a plus de banques qui prêtent et qu'on a ça veut dire qu'on aura plus de concurrence et probablement retrouver un peu de négociation du taux du crédit sur le marché en 2024. Parfait, donc on va maintenant aborder le dernier volet de notre conférence de presse qui s'intitule « Lever les freins de la rénovation énergétique ». Et je donne la parole à Louis Bollard qui va effectuer cette présentation. Oui, on souhaitait vous refaire cette année un petit focus sur justement la transition énergétique, la rénovation énergétique, notamment ce qui va arriver au niveau du calendrier, des enjeux et des chiffres. Je vous invite à prendre la petite slide. On vous a remis les chiffres sur le nombre de DPE, les classements F et G, alors hors région et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Notamment, je voulais préciser que vous savez, depuis 2021, le DPE a une nouvelle version, donc c'est-à-dire que les anciens DPE ne sont plus valables à terme et doivent être refaits. Donc on a une vision qui est de plus en plus précise sur justement cette classification énergétique des logements. Je ne vais pas commenter tous les chiffres, simplement
en disant que par rapport aux chiffres de la France, Total France, au FEG, on est à 14,3. C'est vrai que dans nos régions, on est un petit peu pénalisé et on a des chiffres qui sont légèrement plus hauts. Également vous dire que la tendance, c'est vrai, en maison, on est souvent sur des classements qui sont moins bons qu'en appartement. Donc avec des enjeux qui ne sont pas les mêmes, puisqu'en maison, on est plus souvent sur de l'occupation à titre de résidence principale et sur les appartements, un peu de location. Je vous remets le calendrier également sur la rénovation des copropriétés. On en avait parlé l'année dernière. Au 1er janvier 2024, puisque les enjeux sont là et les échéances arrivent, on a désormais l'obligation d'avoir un DPE collectif dans les copropriétés de plus de 200 lots. Alors, on n'a encore pas trop de recul sur ce DPE collectif qui est finalement un petit peu le corollaire des DPE individuels qu'on peut avoir pour chacun des logements qui soient loués ou lors des ventes. Et également sur 2024, l'élaboration obligatoire d'un projet de plan pluriannuel de travaux pour les copropriétés. Donc on regarde un petit peu le calendrier. Au fur et à mesure des années, quand on arrivera en 2028, déjà pour les copropriétés, donc, on est en train d'abaisser les seuils, c'est-à-dire qu'on était sur les copros de plus de 200 lots et on va aller décrescendo pour en 2027 que l'ensemble des copropriétés du parc soit en possession d'un DPE collectif et d'un projet de plan pluriannuel de travaux permettant d'aller dans le sens de la rénovation des copropriétés à terme. On voulait également, puisque à partir de l'année prochaine, au niveau de l'interdiction de location des logements classés en indécence énergétique en F, donc on vous donnait le risque, en effet, tension... Pardon ? Ah oui, j'ai dit F, c'est G. Oui, on ne va pas commencer à anticiper les obligations. Et puis pour le E en 2034. On anticipe en effet des tensions, des litiges, on vous le disait, des procédures entre propriétaires et bailleurs, puisqu'en effet, un locataire en place peut se prévaloir de l'indécence de son logement et assigner son propriétaire. Donc c'est bien une procédure qui est à l'initiative du locataire, on le précise. Et ce qui n'est pas précisé, mais je vous le dis également, ce dispositif ne s'applique pas au baux en cours. C'est-à-dire que ça s'appliquera au renouvellement ou au changement du locataire. Et ce que propose la FNAIM, et qui me semble également une modification indispensable, c'est d'estimer que seuls les logements loués à compter du 1er janvier 2025 ne soient frappés d'indécence, c'est-à-dire qu'on ne prendrait plus en compte les renouvellements. Donc il y a des enjeux, mais le 1er janvier 2025, c'est encore dans un an, mais ça arrive vite, comme on dit. Et également, comme l'année dernière, on vous disait, dans le cadre des rénovations énergétiques, déjà sur les plannings d'intervention, les entreprises, on a tendance à dire que le calendrier n'est pas tenable. Preuve en est également, et sur les entreprises qui sont reconnues garants de l'environnement, on a une baisse du fichier. Donc les entreprises déjà en nombre insuffisant ne sont plus éligibles à faire reconnaître les aides dans le cadre d'une rénovation énergétique. Il y a des vrais enjeux. Après, je ne sais pas si Sébastien, vous voulez... Oui, ce qu'on peut préciser, merci Louis, c'est que les entreprises RGE, être RGE quand on veut faire des travaux de rénovation énergétique pour une entreprise, c'est la condition sine qua non pour obtenir les subventions. Donc déjà, ça c'est très important puisque le gouvernement en plus explique sa volonté d'augmenter les enveloppes de subventions pour, notamment dans le cadre de MaPrimeRénov', MaPrimeRénov' CoPro, qui sont les dispositifs principaux pour subventionner les propriétaires qui voudraient engager des rénovations énergétiques. Et on peut le comprendre, pour obtenir ces subventions, il faut que l'entreprise qui exécute les travaux ait le label RGE, donc reconnu garant de l'environnement. C'est une norme, donc on est souvent un petit peu écrasé par les normes. Des fois, c'est bien puisque ça permet d'avoir des entreprises qualifiées, qui aient un certain nombre de qualités sur le plan organisationnel, de savoir-faire, de s'engager sur l'utilisation de tel ou tel matériau, etc., etc. Donc c'est très bien. Sauf que ce qu'on sait aussi, c'est que pour beaucoup d'entreprises, et notamment des entreprises des fois qui ne sont pas
très dimensionnés, qui sont pas très bien organisés sur le plan administratif, hein, c'est pas toujours évident. Pour certaines entreprises, c'est vu un peu comme de nouveau des complications, des paperasses supplémentaires, des démarches à effectuer, forcément des coûts aussi, et certaines entreprises ne prennent pas la peine d'entreprendre cette démarche, hein, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 16% des entreprises qui sont capables du bâtiment, donc 11% des entreprises, 61 000, qui sont capables de faire des travaux de rénovation énergétique, mais qui ont ce label RGE, elles sont que 11%. Et ça, c'est un vrai problème, puisque sans subvention, ça sera compliqué de faire des travaux. Déjà que les subventions ne couvrent pas, évidemment, une grosse partie des travaux. Hein. C'est bien, mais si vous voulez, sur l'ensemble des budgets à mobiliser sur le parc France entière, c'est, je crois, on parlait de 200 milliards pour assurer la rénovation énergétique, et les subventions vont s'élever, je crois, à 4 milliards. Enfin, vous voyez, c'est un petit pourcentage, finalement, même s'il est en très grosse hausse. Ce montant de subvention, ça reste de toute façon finalement un petit montant, c'est plus incitatif, mais c'est pas ça qui permettra de rénover tout le parc. Hein, donc, mais malgré tout, au départ, ça permet d'amorcer quand même, les projets. Hein. Voilà, donc il est certain qu'on ne sait pas trop comment ce calendrier va pouvoir être respecté, puisque quand on est propriétaire bailleur d'une résidence qui est en monopropriété, une maison ou un petit immeuble avec plusieurs logements, etc., le propriétaire peut décider lui-même, évidemment, d'engager des travaux. Après, la difficulté, c'est que pour atteindre les objectifs en collectif, et quand on analyse les DPE qui obligent, vous savez, à établir certaines simulations avec des scénarios de travaux qui permettent d'aboutir après à de meilleures lettres, plus vertueuses, on s'aperçoit que bon nombre de ces travaux passent par la copro. Rénovation thermique par l'extérieur, donc isolation thermique par l'extérieur des murs. Ça peut être des travaux à faire sur le chauffage collectif. Ça peut être des travaux d'isolation, de toiture, de plancher bas, donc plafond de cave, etc. Et finalement, qu'est-ce que peut faire lui-même le propriétaire dans sa copro? Il peut changer ses fenêtres, mais on sait qu'on a plus de déperdition par les murs que par les fenêtres. Donc changer les fenêtres et pas isoler les murs dans les copros des années 60, 70, ça sert pas à grand-chose. En tout cas, c'est pas suffisant. Le chauffage, évidemment, quand il est collectif, le propriétaire ne peut pas décider seul de faire les travaux. Et puis, après, concernant ce qui est privatif, qu'est-ce qui reste? Soit vous avez du chauffage individuel électrique, et puis c'est mettre des radiateurs plus modernes. Ça peut être changer un chauffe-eau, mais on nous parle souvent de mettre, maintenant c'est leur grand truc, des pompes à chaleur. Hein, donc vous voyez, dans tous les DPE, c'est PAC, pompe à chaleur, ou des chauffe-eau thermodynamique, pardon, pas hydro, il est thermodynamique. Ça peut fonctionner dans certains cas, mais c'est pas du tout facile, parce qu'en copropriété, quand vous avez besoin de faire des travaux qui affectent les façades, mettre des groupes extérieurs, parce que ça ressemble finalement à des clims, les pompes à chaleur, vous avez un groupe extérieur qui doit se placer sur un balcon ou en façade, donc c'est pas si évident que ça, et en réalité, et puis c'est très coûteux, et c'est pas forcément la solution miracle dans tous les cas et à mettre en œuvre dans tous les cas. Donc là, on s'aperçoit que tous ces immeubles qui sont très mal notés, il y a des obligations. Le calendrier est très ambitieux. C'est vrai que les pouvoirs publics ont tendance à dire, on peut le comprendre, on ne va pas décaler les délais d'obligation, d'interdiction de louer, parce que sinon il va rien se passer pendant par exemple 3 ans, puis on va se retrouver au même point. Il faut bien quand même qu'on aille vers les obligations, les engagements donc 2050 que l'on connaît. Mais aujourd'hui, on est quand même très inquiet, parce qu'on voit que ça va pas être du tout facile d'atteindre ça, et à des périodes qui arrivent là, en fait c'est demain, quoi, hein. Et on voit bien que les prises de décision en copropriété,
c'est le temps long. Donc il y a beaucoup de copropriétés qui ont déjà fait des démarches, bien sûr. Il y en a qui ont même déjà fait des rénovations, mais d'autres n'ont encore rien fait ou commencent à peine. Et le temps est très long entre le processus est évidemment de plusieurs années entre le moment où il y a des obligations de faire un plan pluriannuel de travaux, de sensibiliser les copropriétaires, et puis d'aller jusqu'à la prise de décision, puis l'exécution des travaux qui se font également dans le temps, sans compter que les obligations frappent les bailleurs, mais quid des propriétaires occupants qui n'ont pas d'obligation de rénovation. Donc on peut se retrouver aussi dans beaucoup de copropriétés avec notamment une population des fois un peu de troisième âge, si vous voulez, voire quatrième âge, où les gens ont dû un peu plus de mal évidemment à se projeter, d'une, n'ont pas forcément les moyens, certains avec des petites retraites, deux, n'ont pas forcément la faculté de se projeter à 15 ans, à 20 ans, et puis quand ils sont un peu apeurés par tout ça et ont tendance des fois à vouloir un peu décaler, un peu botter en touche, et là au milieu les bailleurs, eux, ont des obligations. Alors c'est vrai que on nous disait, les pouvoirs publics disaient, oui, mais de tout temps, c'est plutôt les propriétaires occupants qui sont toujours prêts à faire des travaux, à entretenir, parce qu'ils y vivent, etc., dans leur copropriété, alors que les bailleurs, souvent, ils encaissent les loyers et puis ils veulent pas faire de travaux. Donc là, ça va rééquilibrer la donne. Alors, en faisant peser des obligations, finalement, de rénovation indirectement, mais sur les bailleurs, alors que les propriétaires occupants, sous-entendus, auraient de toute façon voulu ou souhaitent déjà faire ces rénovations. Ça, je dirais oui quand c'est des petites rénovations, la cage d'escalier, faire sur du confort, sur des choses qui sont accessibles et qui permettent d'entretenir le bien, ça c'est vrai. Mais en revanche, sur des montants aussi importants, sur des projets aussi lourds, et qui sur le plan économique sont difficiles à porter, eh bien c'est pas évident que les propriétaires occupants qui n'auraient pas d'obligation veuillent véritablement aller bille en tête sur des rénovations. Même si sur le plan patrimonial, on sait aussi qu'il y a des intérêts, et ça c'est aussi tout l'intérêt de professionnels, et notamment FNAIM, donc nos adhérents, argumente aussi auprès des copropriétaires en disant c'est la rénovation de notre patrimoine, puisqu'on a vu un petit peu plus tôt dans le maintien de son prix dans le marché, puisqu'on a vu un petit peu plus tôt que les biens F et G connaissent une décote et évidemment, et cette décote va évidemment s'accentuer, voire on va se retrouver dans le temps avec des biens qui ne se vendront peut-être plus à terme s'ils sont pas rénovés et qu'ils sont frappés d'interdiction de louer. Déjà, vous réduisez considérablement les acquéreurs potentiels. Voilà. Donc, je pense que tout le monde, les planètes sont alignées pour que les choses se fassent. Maintenant, il y a un problème de timing et nous, on milite quand même pour qu'il y ait un décalage à ce niveau-là ou un peu en tout cas des clarifications. Voilà, écoutez, je crois qu'on arrive au terme de cette présentation. Bien, merci beaucoup pour votre participation. Faites une très bonne journée. Bonne journée. Et à bientôt.